Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Vraie voix spéciale coronavirus sur Sud Radio. Toutes vos questions sur le coronavirus, les réponses de nos spécialistes. Vous avez la parole, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Bruno Malène, président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Merci également d'être venu dans les vraies voix ce soir. Merci donc d'être avec nous parce que ces vraies voix spéciales, c'est quand même important parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de Français continuent de se poser des questions, que c'est notre rôle aussi, évidemment, et le vôtre, d'y répondre. Alors les questions qui reviennent, évidemment. C'est quoi le coronavirus? Est-il réellement dangereux? Plus dangereux que la grippe? Peut-on vraiment y échapper? Quels gestes faut-il adopter au quotidien? Faut-il moins prendre les transports en commun, par exemple? Plus travailler depuis chez soi? Est-ce utile de faire jouer à huis clos les matchs de foot? C'est une des dernières décisions qui a été prise. Est-ce utile d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes? Le gouvernement prend-il les bonnes décisions? Évidemment, vous allez répondre à toutes ces questions ce soir. Nous sommes, je le rappelle, le dernier bilan, 30 morts et plus de 1600 cas en France. Ce sont les tout derniers chiffres. Alors, première question que je pose à Bruno Malène, c'est quoi le coronavirus? Qu'a-t-il de différent des autres coronavirus, puisqu'il y en a plusieurs? Alors pour le moment, ce virus qui circule est un... Parlez bien dans le micro. Oui, ce virus est un virus sur lequel on connaît peu de choses, qui circule pour la première fois. Donc c'est un peu la raison pour laquelle ça crée autant d'inquiétudes. Est-ce que, à votre avis, ce coronavirus est réellement plus dangereux que la grippe classique? On entend tout et son contraire, faut le dire, selon les spécialistes, selon les politiques aussi d'ailleurs, voilà. Voilà, vous l'avez dit, moi je suis pharmacien d'officine, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas virologue. Est-ce qu'il est plus dangereux? Il est tout aussi dangereux qu'un virus de la grippe qui circule chaque hiver, qui fait, je vous le rappelle, en France, en moyenne, 9000 morts chaque année. On accueille au 0826 300 300 Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir messieurs, dames. Quelle est votre question, mon cher Laurent? Oui, juste avant de poser ma question, j'ai compris qu'il y avait 7 virus à couronne. Le rhume en fait partie, la grippe et les grippes aviaires et ainsi de suite. Donc ça fait le 7e, ça, que nous connaissons, d'après ce que j'ai lu. Oui. Et donc ma question est la suivante, est-ce que ça va devenir un virus saisonnier comme le rhume? Puisque d'une année sur l'autre, on n'est plus immunisé. Nos défenses immunitaires ont disparu d'une année sur l'autre pour le rhume, pour la grippe. Et est-ce que ce sera le cas pour ce coronavirus? Parce qu'il y en a 7. Est-ce que ce sera le cas de la même manière, que ça devienne une maladie saisonnière, tout simplement? Bruno Malène, on le sait déjà, ça ou pas? Non, je crois que pour le moment, on ne sait pas exactement. Ce que l'on sait, c'est qu'on peut être atteint du coronavirus à 2 reprises. Ouais. C'est pas parce qu'effectivement on aura... on peut être malade, on peut guérir, on sait replonger à nouveau. Voilà, dans l'état actuel des connaissances. Aujourd'hui, le 10 mars à 18h. On dit, alors c'est des informations qui traînent, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais que ça peut vraiment endommager pas mal de petites choses dans le corps, le système respiratoire, etc. Est-ce que ça, on a déjà quelques précisions là-dessus par rapport à ce que la Chine a pu vivre, par exemple, ce qu'on a pu constater? Non, là je crois qu'on peut avoir un discours rassurant. Vous savez que dans 98% environ, même si on a été atteint du coronavirus, on guérit, sans séquelles particulières. C'est un mauvais moment à passer pour la plupart des patients qui risquent d'être contaminés, mais sans séquelles. Pas plus qu'une grippe saisonnière dont on se remet après quelques jours de fièvre et de symptômes comme la toux. Et est-ce qu'on peut être infecté sans le savoir, c'est-à-dire n'avoir aucun symptôme? Alors, selon les dernières études, on commence à parler en effet d'un certain nombre de porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui sont comme vous et moi, sans savoir, qui pourraient être porteurs du coronavirus et qui ne développent pas de symptômes particuliers.
Mais ça veut dire quand même que ces personnes-là qui se baladent, on est peut-être certains autour de la table, on ne sait pas. Justement. Voilà, on peut très bien se contracter le coronavirus parce que l'un de nous est porteur sans être spécialement atteint. Mais est-ce que ça veut dire, moi ce que je voudrais comprendre par rapport à ça, est-ce que ça veut dire, on parlait des chauves-souris qui sont des réservoirs à virus. Est-ce que par exemple, avec ce coronavirus, ça veut dire que moi par exemple, je ne développe pas la maladie, je l'ai en moi, je suis un réservoir à virus? Alors, de là à parler de réservoir à virus, peut-être pas. Non, je sais pas, j'essaie de comprendre. Voilà, un porteur asymptomatique, ça voudrait dire que la maladie ne s'exprime pas chez tout le monde de la même façon. Certaines personnes vont développer des symptômes qui vont être assez visibles, comme la fièvre, la toux, et d'autres pourront ne développer aucun symptôme. Mais être contagieux quand même. Mais être contagieux, oui. Ah oui. Philippe de Libourne est avec nous, 0826 300 300, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, mon cher Philippe. Vous avez une question? Ouais, moi j'ai une double question. Allez-y. La première, c'est est-ce que les spécialistes qui sont sur votre plateau, et les politiques qui sont sur votre plateau, ils vont assumer quand cette crise sera terminée et qu'on saura un peu, on aura le recul nécessaire pour analyser. Je m'explique. En fait, on entend souvent c'est comme la grippe. J'ai encore entendu il y a quelques secondes. Oui, c'est vrai. Moi, je suis allé voir sur les chiffres de Santé France. Est-ce que votre spécialiste il connaît le nombre de personnes qui sont mortes de la grippe depuis le mois de novembre en France jusqu'au mois de février? Je crois qu'on est un peu plus de 72 ou 13, il me semble. Non, c'est ça? 55. Non. Le 28 février. Les derniers chiffres qui ont été publiés la semaine dernière, c'était plus que ça. Mais bon, peu importe. Donc 72, allez-y. Allons-y, 72. Donc quand on a des spécialistes qui nous disent le coronavirus, c'est comme la grippe. Déjà, ça génère deux choses dans la population. Ça fait que les gens, ils disent « Oh, c'est comme la grippe, donc on va pas se protéger, on s'en fout, on va prendre une bonne grippe, on va être en arrêt de travail, et puis on va revenir. » Donc, moi, je dirais que quand ce sera terminé, cette crise, ces gens-là, ils auront des remords, ils devront avoir des remords et assumer. Parce que je prends un élément de comparaison. Le taux de létalité du coronavirus et de la grippe. D'un côté, on a 0,1%. De l'autre côté, on a jusqu'à 14% dans les classes d'âge les plus importantes. Donc, on au-delà de 60 ans, en moyenne 2,5%. Donc, on compare un virus qui tue à 2,5% au minimum à un virus qui tue à 0,1%. Je dois dire que ce comportement, cette communication est dangereuse. Chez les gens, ça les perturbe. Ils entendent des doubles discours et ils ne se protègent pas. Ils se disent, bon, c'est comme la grippe. J'ai entendu au moins 10 fois aujourd'hui. Il y a des gens qui se protègent et il y a des gens qui ne se protègent pas. Allez, réponse médicale de Bruno Malène et puis réponse politique de Marie Lebec. Bruno Malène. Attention, quand on compare à la grippe, très souvent, quand on parle de grippe, on associe un certain nombre de maladies virales qui circulent l'hiver. Et très souvent, on utilise le terme grippe de façon un peu banale, alors que quand on parle de la grippe, on parle d'une maladie qui est grave. Donc là, vous faites une analogie. Quand on a un rhume, d'ailleurs, on dit je suis grippé. Alors que la grippe est une maladie grave. Chaque année, et c'est la raison pour laquelle la vaccination a été étendue l'hiver dernier dans les pharmacies. C'était pour augmenter la couverture vaccinale parce que la grippe est une maladie grave. Donc quand on fait le lien avec la grippe, il faut bien faire la différence entre des maladies virales qui circulent l'hiver, qui provoquent une rhinopharyngite, le nez qui coule, parfois de la fièvre ou pas, et la grippe qui vous cloue au lit pendant 5 jours et qui très souvent touche la population, malgré tout la population active, la population jeune, chez lesquelles on a un taux de mortalité qui est quand même loin d'être anodin. Donc je ne crois pas qu'en faisant un lien, ou du moins une comparaison avec la grippe, on essaie de... Mais on l'a beaucoup entendu, cette comparaison. Oui, mais pourtant on n'a jamais vu une grippe où ça nécessite de mettre des pays entiers en quarantaine. Et où les avions ne volent plus, ça n'est pas arrivé pour des grippes, à moins que je ne le sache pas. Alors là, je ne suis pas épidémiologiste, je ne saurais pas vous répondre, en effet, depuis les épidémies qu'on a pu connaître au travers de l'histoire. En revanche, il y a quand même eu des épisodes de grippe qui ont fait des ravages, même au cours du XXe siècle. Marie Lebec. Je crois que je souscris totalement à ce qui vient d'être dit en matière de grippe. L'idée n'est pas tellement de dire est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent. On est tout d'accord. Le sujet, c'est que pour la grippe, on a un certain nombre de recommandations sanitaires
qui vont avec. Quand on arrive dans la période de grippe, on sait qu'il y a un pic épidémique et donc en fait ce qu'on essaye d'établir, c'est en comparant ça à la grippe, pour une maladie, le coronavirus, dont encore on ne connaît pas encore très bien tous les aspects, c'est de dire suivez les recommandations médicales, lavez-vous fréquemment les mains, mais au même titre que ce qu'on pourrait recommander pour la gastro, c'est-à-dire ce sont des maladies avec un taux épidémique, avec aussi, ça veut dire une prise en charge médicale par les hôpitaux. Vous pouvez vous retrouver à l'hôpital parce que vous avez une forme sévère de grippe. Et donc, c'est ça le message qu'il faut surtout retenir par rapport en termes de communication, ce que disait un peu notre auditeur il y a un instant, en termes de communication, c'est vrai qu'on sent bien qu'on est dans une communication globale de crise. On dirait que c'est la fin du monde, quoi. C'est un peu ça. Alors qu'on en est quand même peut-être pas là non plus, je veux dire. Mais ça donne cette impression. C'est pas, alors que pour la grippe ou pour une autre maladie comme celle que vous avez citée, on n'a pas cette même communication, quoi. Mais à tort ou à raison, la grippe appartient davantage à notre espace familier que le coronavirus qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est ça qui fait peur. Donc, c'est à cause de ça que les politiques prennent un certain nombre de décisions. Et je dirais aussi... Il y a un vaccin aussi contre la grippe. Moi, je voulais poser une question technique au monsieur, à savoir combien de temps il faudrait à peu près pour étudier ce virus et éventuellement trouver un remède. Là, on parle de peut-être avoir un vaccin à disposition, mais dans les 6 mois qui viennent, c'est pas avant. L'Institut Pasteur travaille dessus en ce moment même. Les Américains, beaucoup cherchent. D'ailleurs, tous les chercheurs dans le monde travaillent plein pot sur le sujet, bien évidemment. On va poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix et surtout on va poursuivre vos questions et nos réponses. On va essayer d'être évidemment le plus synthétique possible pour répondre à un maximum d'entre vous. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus dans Les Vraies Voix spéciales coronavirus sur Sud Radio. À tout. Émission spéciale Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Vraie voix spéciale coronavirus sur Sud Radio. Toutes vos questions évidemment sur la maladie, les réponses de nos spécialistes qui sont avec nous. Vous avez la parole au 0826 300 300. Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines. Bruno Malène, président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Je rappelle, il y a plein de questions bien évidemment, certaines que l'on a déjà évoquées. C'est quoi ce coronavirus? Est-il dangereux, plus dangereux que la grippe? On y a répondu. Peut-on vraiment y échapper? Quels gestes faut-il adopter au quotidien? Faut-il moins prendre les transports en commun, plus travailler depuis chez soi? Est-ce utile de faire jouer à huis clos les matchs de foot ou de rugby? Est-ce utile d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes? Le gouvernement a-t-il pris les bonnes décisions? Bref, les questions foisonnent. Yael Mellul, vous en avez une, je crois. Oui, moi j'ai une question par rapport aux élections, justement. Je voulais savoir, vous qui êtes député, élections municipales. Voilà, pour les élections municipales. Je voulais savoir donc, question à Marie Lebec. Ouais, je voulais savoir si la question s'était posée sérieusement de reporter les élections au vu de tout ce qu'on sait aujourd'hui avec le coronavirus, puisque avec cette panique là, les manifestations, voilà, Christophe a fait la liste de ce qui va être a priori interdit. Donc là, il va y avoir quand même pour les élections des moments où de réunion de population. Enfin, je veux dire, comment... Non, il y a eu des interrogations de la part des parlementaires, mais je crois que c'est très important de garder cette continuité de la vie démocratique, économique. Les élections, elles n'ont jamais été annulées en dehors des contextes des périodes de guerre. Et donc c'est important aussi de maintenir ces élections. Par contre, il y a beaucoup d'instructions qui ont été transmises aux maires dans le cadre de l'organisation des bureaux de vote et aussi aux Français pour les bonnes pratiques. Donc pour les bureaux de vote, c'est essayer d'éviter que les gens soient à un moment très regroupés, parce qu'il faut être à plus d'1 mètre de distance, inciter aussi à ce que les stylos soient nettoyés régulièrement, que les assesseurs puissent aller se laver les mains fréquemment. Et puis pour les Français, il y a toute une série de bonnes recommandations. C'est vrai que si vous êtes une personne fragile, vous savez que comme dans toutes les élections, il y a des moments de pic de vote. On parlait avant le déjeuner, juste avant la fermeture du bureau. Évitez ces horaires-là. Venez avec votre bulletin préparé. Venez avec votre propre stylo pour signer. Voilà. Et c'est aussi un certain nombre de recommandations qui sont transmises, que nous, on a fait passer à nos candidats aussi. Donc là, il y aura du gel hydroalcoolique dans tous les bureaux de vote, parce qu'aujourd'hui, dans les pharmacies, on n'en trouve pas.
Alors, il y avait une recommandation qui a été faite. À moins que vous ayez une filière spéciale, je veux dire. La recommandation a été faite par le ministère de l'Intérieur de pouvoir en mettre à disposition, ne serait-ce que pour les gens qui tiennent les bureaux de vote toute la journée. Je pense au personnel de mairie. Et effectivement, je crois que pour les mairies qui auraient vraiment du mal à s'approvisionner, la possibilité de se signaler auprès des préfectures, tout ça est bien sûr, enfin, ce qu'on disait, c'est la continuité de l'État dans toutes ses formes, c'est-à-dire que aussi bien au ministère de la Santé qu'au ministère de l'Intérieur, on a une vigilance particulière pour être sûr que notamment ce type d'événement puisse être organisé dans les meilleures conditions possibles et rassurer ceux qui seront mobilisés. Et d'ailleurs, pour les personnes âgées, il y a quelque chose d'assez intéressant. Enfin, c'est pas nouveau, mais sauf que là, il y a une forme de simplification, d'assouplissement des choses pour ceux qui votent par procuration. Et par exemple, Christine Bouillot, qui est notre correspondante à Toulouse, me racontait ce matin qu'elle a une tante de 88 ans qui évidemment n'a pas envie de sortir de chez elle parce qu'elle a peur, comme beaucoup de gens, de contracter ce fameux coronavirus. Et donc, elle a appelé effectivement le commissariat pour faire les documents nécessaires, une procuration pour pouvoir voter. Ouais, qu'on lui a dit il faut venir au commissariat, qu'elle a dit mais je peux pas venir parce que je suis âgée, parce que etc. Eh bien, c'est un policier qui va venir chez elle pour faire la procuration. On espère que ça arrive et que ça marche bien, ça. Tout à fait. Et puis il y a d'autres personnes, notamment par exemple les directeurs d'EHPAD. Il y a eu un petit assouplissement pour que d'autres personnes puissent prendre les documents pour faire les procurations, exceptionnellement dans le cadre de pour faire la démarche exceptionnellement. Dans un instant, je vais donner la parole à Trina qui meurt d'envie de poser une question. Elle a bien raison. Mais il y a Tom qui nous appelle de Toulouse au 0826 300 300. Bonsoir Tom. Bonsoir. Quelle est votre question, Tom? Ma question sera assez simple. C'est est-ce qu'il y a des mesures qui seront prévues pour les jours de carence? Parce que là, pour l'instant, ça motive plus les salariés à continuer à travailler et du coup à transmettre l'épidémie. Oui. Marie Lebec. Alors il y a beaucoup de mesures à destination effectivement des salariés et des entreprises qui ont été prises. Bruno Le Maire a réagi très tôt notamment puisque le premier impact qu'on a vu c'est tout ce qui concernait la dépendance un petit peu économique à la Chine. Et là il y a un certain nombre de mesures. Par exemple, si vous devez garder votre enfant, vous êtes éligible un des deux parents dans le couple est éligible à bénéficier d'un arrêt de travail. Il faut que son employeur le déclare auprès de son ARS. Donc effectivement, si vous êtes dans une zone contaminée qui subit des mesures et des restrictions particulières, il y a des mesures qui sont pour faciliter soit la prise en charge avec effectivement un arrêt de travail, soit encourager aussi les entreprises à avoir davantage recours au télétravail pour que les personnes puissent travailler depuis chez elles. Bah oui. Abdelak est avec nous, 0826 300 300 de Mont-de-Marsan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Abdelak, quelle est votre question? Ma question, c'est combien de temps vont durer ces conneries? Parce que on l'a assez entendu, parce que ça le mérite d'être clair. J'ai ni un doctorat de pharmacie ni un doctorat de médecine, mais la grippe, je crois que c'est plus puissant et ça fera beaucoup plus de morts que le Covid-19. Combien de temps on va nous emmerder comme ça à ce que les gens n'arrêtent pas d'aller acheter des pâtes et vider les magasins? À Mont-de-Marsan, par exemple, où il y a plus de pâtes à acheter, quoi. Même quand on va en acheter sympa pour ça fait un match de foot, c'est plus possible. Combien de temps ça va durer ces conneries? Je demande ça aux pharmaciens, parce que il est temps que les gens se disent mais bordel de merde, c'est qu'une grippe qu'on connaît pas, dont on n'a pas encore le traitement. Et puis je crois que ça se passe bien. On est en France, c'est extraordinaire. Ouais. Même s'il y a des gens malades, mais je crois que 99% s'en sortent au même titre que la grippe, qui fait plus de dégâts, quoi. Ouais. Alors voilà, Bruno Malène, ça va durer combien de temps ces conneries alors? Parce que alors là, écoutez, je serais bien en difficulté. Vous n'avez pas votre boule de cristal? Non, je n'ai pas de boule de cristal. On sait qu'en Chine, le virus semble amorcer quand même une décrue. Ouais. Donc le président chinois est allé sur place aujourd'hui pour annoncer des bonnes nouvelles. Effectivement, il y a une vraie décrue là pour le coup. Voilà. Oui. On peut espérer que dans les semaines qui arrivent, le virus peut-être circule moins. On sait qu'il est sensible à la chaleur, donc peut-être en fonction aussi de la météo, ça peut avoir un impact sur la circulation. Il est sensible à la chaleur, ça c'est vrai. Parce que parce que dans l'hémisphère sud, il y a quand même du coronavirus aussi. Il fait très chaud en ce moment. Donc, alors peut-être moins, je sais pas. Alors, mais effectivement, ça va peut-être pas. Il va peut-être pas disparaître parce qu'il va faire chaud.
Mais il semblerait tout de même que des températures plus élevées aient un impact sur la circulation du virus, comme très souvent sur des virus saisonniers qui circulent plutôt l'hiver. Ouais. Marie Lebec, le président de la République s'est encore exprimé aujourd'hui puisqu'il est allé rendre visite au SAMU, au 15. Une fois de plus, parce que moi ça me stresse un petit peu quand il parle maintenant. Il faudrait peut-être qu'il arrête de parler parce que encore aujourd'hui, il a dit on est au début de l'épidémie. Moi j'avais l'impression que la semaine dernière, on était déjà au début de l'épidémie. On est toujours au début de l'épidémie. Alors, il y a un moment, on se dit, mais attendez, mais jusqu'où alors? Parce que, non, mais c'est vrai, ça fait peur. Non, je suis désolée, si vous me donnez une minute pour être un tout petit peu technique, il y a 3 stades, en gros. Le stade 1, où vous avez quelques personnes contaminées et vous essayez de les identifier, d'identifier leur entourage proche, ceux qui ont pu être en contact. Le stade 2, avec à peu près le même protocole, mais répandu à davantage de zones, avec des zones où on constate une circulation du virus. Est-ce qu'on qualifie de stade 3, qui est le stade où, en fait, le virus est sous forme d'épidémie et circule dans l'ensemble du territoire. Parle d'épidémie. Je parle juste de ces 3 stades parce qu'en fait c'est la stratégie gouvernementale qui évolue et la stratégie de notre système de santé qui évolue en fonction de ces différents stades. Et là on est encore dans le stade 2, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le territoire qui est il y a 7 gros foyers aujourd'hui. Il y a 7 gros foyers. Donc on prend des mesures particulières à destination de ces 7 gros foyers et on essaye de ralentir au maximum la propagation de l'épidémie pour éviter aussi, pour limiter l'engorgement de notre système de santé. Et puis c'est ce qu'expliquait le ministre de la Santé hier, c'est-à-dire de dire vous ralentissez la progression de l'épidémie et vous ralentissez aussi par voie de conséquence le nombre de personnes touchées et impactées. Et c'est quand même. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça marche, parce que quand même, tous les jours, on a une bonne centaine de personnes en plus qui sont concernées par le coronavirus. Il y aura toujours une progression jusqu'à la disparition du virus. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut. Et les Italiens mènent ça avec leur système de santé et leur propre politique. Mais vous voyez bien que l'Italie est très en avance a beaucoup plus de cas par rapport aux autres pays. Alors attendez, là, Marie Lebec, là, vous me piquez un petit peu, là, si je puis dire. Je vais m'énerver. Non, mais. Honnêtement, les Italiens, s'ils ont plus de cas, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait beaucoup plus de tests que la France. Beaucoup plus. C'est ça la vérité. Alors forcément, ils ont plus de cas. Et que paraît-il, ils ont plus de seniors. Non mais peut-être, mais ils ont fait beaucoup plus de tests que nous. Pas dire, on joue les faux culs sur les tests en France. Non mais est-ce que c'est bien géré ou est-ce que c'est mal géré? C'est juste dire, on prend notre objectif est de limiter au maximum, tant que nous sommes dans ce qu'on pourrait qualifier le stade 2, c'est-à-dire avec quelques foyers, quelques gros foyers répartis en France, limiter au maximum le passage à ça circule partout, dans toute la France, avec le même degré d'intensité dans toute la France. C'est ça la stratégie, et c'est pour ça qu'on peut encore dire que nous sommes qu'au début de l'épidémie. Il y aura certainement un moment où le virus circulera partout dans toute la France, mais en attendant, il faut que les Français respectent, et après aussi pendant l'épidémie, mais particulièrement en ce moment, un certain nombre de consignes et de Marie Lebec, est-ce que oui ou non, il faut, puisque ça serait peut-être la solution. C'est ce que dit l'OMS. L'OMS a félicité l'Italie pour sa décision de mettre le pays sous cloche. Pourquoi on ne le fait pas en France pour se débarrasser au plus vite du coronavirus ? Moi, je crois que, surtout, au-delà de la question italienne, l'enjeu, c'est une question de coordination européenne. Vous voyez, par exemple, l'Italie a été le premier pays à suspendre ses relations aériennes avec la Chine. Le problème, c'est que ça permettait plus de tracer d'où arrivaient les voyageurs. Parce que certes, vous ne pouviez plus avoir de relations avec la Chine, mais vous pouviez arriver de Chine en passant par Dubaï, par exemple, et arriver transiter. Voilà. Et donc, je crois que ce qui est important, et c'est l'objectif notamment du président de la République, c'est de dire il faut absolument, maintenant que nous avons identifié où nous en sommes à peu près chacun dans nos pays respectifs, une coordination européenne pour que les mesures sanitaires soient les mêmes partout. Mais ça va être compliqué. Ça, c'est dur. Ça va être compliqué parce que sur les masques, par exemple, la France a décidé de ne plus exporter de masques, et donc les Italiens, s'ils veulent des masques de la part de la France, ils n'en auront pas. L'Allemagne a pris la même décision. Résultat, les Italiens sont obligés d'attendre des masques qui viennent, je crois, d'Afrique du Sud. On croit rêver. Elle est où l'Europe? Elle est où l'Europe? L'Europe n'existe pas. Une fois de plus, et c'est dramatique. C'est dramatique. Madame Le Tépu, vous trouvez que la méthode choisie par la France, qui n'est pas radicale pour l'instant, est la bonne? On a tous au niveau européen des systèmes de santé qui sont très différents. Certains sont gérés au niveau des régions, certains sont gérés au niveau national. Moi, je crois qu'il faut accepter le fait de dire il n'y a pas une bonne méthode unique. Il y a plusieurs solutions, mais notre objectif est que l'on puisse recenser l'ensemble des cas et ensuite, effectivement,
prendre des mesures européennes et après, vous avez raison, apprendre aussi de ces crises sanitaires pour renforcer nos dispositifs européens. Eh ben, il y a du boulot. On poursuit ces vraies voix spéciales dans un instant sur Sud Radio. Vraies voix spéciales coronavirus et toutes vos questions. Les réponses de nos spécialistes ici à Sud Radio. Vous avez la parole. 0826 300 300. À tout de suite. Émission spéciale. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. La suite des vraies voix spéciales coronavirus sur Sud Radio. Toutes vos questions, les réponses de nos spécialistes. Vous avez la parole. 0826 300 300. On va vous entendre bien évidemment. Et on commence, avec François de l'Hérault. Bonsoir François. Bonsoir Christophe. Écoutez, alors je crois que vous êtes en Espagne en ce moment, c'est ça? Voilà, tout à fait. L'Espagne qui est également touchée par le coronavirus. Voilà, tout à fait. Donc je suis en Espagne, au sud, je me trouve au sud donc, de Valencia, c'est-à-dire à 45 km. Ouais. Actuellement, les régions qui sont les plus touchées, c'est la Rioja et Madrid. Donc il y a 35, on a annoncé 36 décès aux infos là tout à l'heure, sur 1700 personnes de touchées. On a fermé les écoles à la région de Madrid. Vous savez que bon, ici c'est géré par région, chaque région, comme disait un de vos interlocuteurs, disait que c'était les régions, certains pays étaient gérés par des régions c'était très strict. Bon, la région de Madrid, donc Madrid a décidé de fermer les écoles, mais le problème est le suivant, c'est qu'on ferme les classes, on ferme les écoles, mais les enfants se retrouvent dans des parcs ou à l'extérieur où ils risquent, le risque est encore... Oui, ça ne change pas grand-chose finalement. On peut se dire ça. C'est encore jouable, mais le problème, paraît-il, que bon, moi je ne suis pas tout à fait, donc je ne suis pas rentré en France, je vais rentrer demain. Le problème est le suivant, c'est que bon, moi je suis dans le commerce. Comment ça va se passer? Le commerce, vous savez très bien que bon, les personnes, il faut les recevoir, il faut les, comment dirais-je, discuter avec elles, savoir un peu l'article qui est convenable, ainsi les essayages. Vous vendez quoi, François? On est dans les vêtements. On a eu l'occasion dans les vêtements. Mais le problème, c'est que bon, vous savez très bien qu'il y a aussi l'argent qui véhicule énormément parce que bon, vous écoutez les uns, vous écoutez les autres. Il n'y a aucun pays qui a pris les bonnes initiatives. Moi, j'ai pris la télé en courrière. Je voyais les jeunes en Italie qui fuyaient avec leur sac à dos, qui prenaient les trains, les moyens de locomotion pour quitter l'Italie. Non, ils ne quittaient pas l'Italie, mais ils allaient du nord vers le sud, et ça, le gouvernement ne voulait plus qu'ils le fassent. Voilà, parce que le sud n'était pas touché jusque-là. Donc voilà. Oui, mais vous savez Christophe, l'Espagne vient de prendre la décision d'interdire tous les vols vers l'Italie. Oui. Donc ça a été la France aussi vient de le décider. Bon, ils viennent de décider cela. Donc, mais en fait, il faudra interdire les trains aussi d'ailleurs, peut-être. Enfin, on verra bien. Les trains, oui, mais enfin. Le problème est le suivant, c'est que la concentration de personnes fait, mais on a su prendre quand même des initiatives qui sont valables, telles que porter le masque, se laver les mains bien comme il faut, avoir des produits pour désinfecter, se tenir à plus d'un mètre quand on est en discussion avec une personne, éviter de... Mais tiens, en Espagne, là, est-ce qu'il y a des problèmes de masque ou pas, et de gel hydroalcoolique, comme en France? Oui, tout à fait, puisque d'une part, vous savez, on m'a proposé, moi, j'ai travaillé dans le bâtiment, on m'a proposé un masque pour anti-poussière à 2,50 €, alors que ça, vous en avez dans les bazars à 1,30 €, vous avez les 10 à l'époque. Oui. Alors vous voyez un petit peu ce qui se passe actuellement. C'est pas sûr que ça marche très bien non plus, d'ailleurs, au final, ces masques-là. Mais de toute façon, les masques, il y en a pas, on est en rupture, on est en rupture de masques. Moi, j'ai pu aller dans des fournisseurs, chez des fournisseurs chinois qui se trouvent dans la région de Valencia, et je peux vous dire qu'ils prennent les dispositions, ça a été les premiers à mettre le masque, pour se protéger. Et François, vous avez une question pour l'un de nos invités ou pas? Mais la question est la suivante. Moi, je vais rentrer en France. Quelle disposition le gouvernement a pris concernant les entreprises? Parce que je vois qu'en Italie, bon, il y a le Premier ministre a pris des initiatives concernant les entreprises, les aides éventuellement qui pourraient être apportées. Nous autres, nous ne sommes pas des grosses entreprises, donc on ne peut pas faire Marie Lebec, qui est avec nous, qui est députée de La République En Marche et qui justement s'occupe de ces questions économiques, va vous répondre. C'est vrai que le petit commerce, les petites entreprises sont très impactées. Il y a une grosse crainte parce qu'il y a déjà eu des crises ces mois derniers avec les gilets jaunes, avec les manifs, etc. Et maintenant, le coronavirus. Donc comment les petits commerces vont s'en sortir? Qu'est-ce que vous allez faire
faire? Alors, la première chose, c'est déjà de prendre attache. C'est au niveau régional avec son référent direct. Vous pouvez trouver les numéros sur le site du ministère de l'économie, ce qui vous permet de vous signaler. Ensuite, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a passé un certain nombre de mesures pour justement prendre en compte la situation. Donc, il y a diverses mesures. Vous pouvez avoir des délais de paiement et d'échéances sociales ou fiscales, donc auprès de votre URSSAF, si vous avez des difficultés de paiement. Vous pouvez avoir, pour les situations les plus difficiles, des remises d'impôts directes. La Banque de France sera là pour vous appuyer pour négocier le rééchelonnement de vos crédits bancaires. Le problème, c'est que les reports et les rééchelonnés et reportés, c'est bien, mais à un moment, il faut quand même payer. Et si l'argent ne rentre pas, pour payer, ça reste quand même très dur. Oui. Non, mais c'est toujours les mêmes mesures. Sur les gilets jaunes, ça a été pareil. C'est les mêmes mesures. On peut reporter éternellement. J'ai entendu cette histoire. Difficile d'en inventer d'autres, Christophe. Oui. Non, mais on peut peut-être justement dire, vous pouvez pas payer, donc voilà, c'est une opération blanche. Merci, au revoir. Comme pour les intempéries. Il faut prendre en considération. D'une, on ne connaît pas exactement la durée. De deux, c'est de dire aux entreprises, on vous donne une bouffée d'oxygène pendant cette période qui est particulièrement difficile et qui nécessite à un moment que vous vous réadaptiez à l'environnement économique. Parce que si vous écoutez par exemple le restaurateur, j'écoutais la radio ce matin, un restaurateur qui dit moi j'ai 50% de ma clientèle, c'est des habitués, en ce moment ils viennent pas. Et vous voyez bien que c'est pas une situation qui est éternelle, c'est pas une situation qui va durer. Pour l'instant, il a un déficit de trésorerie, il a besoin d'un accompagnement de l'État, et c'est pour ça que l'État dit vous pouvez notamment renégocier au niveau de vos auprès des collecteurs de charges sociales par exemple l'ensemble des mesures, mais cette situation elle n'est pas éternelle. Il y a un moment où ces entreprises elles vont recréer de la richesse et on sera en capacité d'étaler leur paiement. Je crois surtout que l'idée c'est de ne pas mettre le couteau sous la gorge aux entreprises et de leur dire il faut payer là tout de suite aujourd'hui, mais bien dire l'État est conscient des difficultés que vous traversez, vous allez vous réadapter, vous allez connaître aussi des jours meilleurs avec davantage d'activité et on s'arrangera à ce moment-là. Bruno Malène, on arrive à la fin de ce moment où on a essayé de répondre à un maximum de questions. On pourrait encore faire une émission d'1 heure là-dessus sans aucun problème, parce qu'on voit bien que beaucoup d'auditeurs nous appellent et que les questions se succèdent. Bruno Malène, vous qui représentez les pharmaciens, à l'heure qu'il est ce que oui ou non il y a du gel dans les pharmacies? Est-ce que oui ou non il y a des matières premières pour fabriquer du gel éventuellement dans les pharmacies? Quelle est la situation? Alors, aujourd'hui, ça devient très compliqué de trouver du gel hydroalcoolique dans les pharmacies. Ça ne devient pas, c'est depuis le début. Disons que depuis maintenant une semaine, les pharmacies ont été dévalisées du gel hydroalcoolique. Donc vous savez qu'un arrêté a été pris vendredi pour la réalisation des gels hydroalcooliques. En revanche, la difficulté, c'est de trouver aujourd'hui les matières premières et le flaconnage. Ça va se résorber. Parce que les flacons en plastique sont fabriqués en Chine d'habitude, en plus. Non, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Alors comme ils n'arrivent pas de Chine, et le flacon traditionnel, ça peut pas substituer au savon traditionnel. Il existe une alternative au gel hydroalcoolique, c'est le lavage des mains. C'est laver les mains en fait. Un bon savon de Marseille. Évidemment. Bien sûr. Une eau chaude. Avec de l'eau chaude et une vingtaine de secondes avec les recommandations, les pouces, les ongles, les poignets, en évitant les bracelets, la montre. Là, il existe une alternative au gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, c'est à utiliser quand on n'a pas un point d'eau. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est le gel qui est une alternative au lavage de mains, parce que traditionnel, je veux dire, c'est vrai, vous avez raison. Oui, à la base, c'est quand même se laver les mains. Vous avez raison. Les messages et le geste barrière, c'est le lavage des mains. On parle pas au gel hydroalcoolique. On a l'impression, en effet, que le gel hydroalcoolique est devenu la barrière anti-coronavirus. Et puis c'est nocif. À un moment donné, je pense que ça va par facilité. Il faut se laver les mains, c'est la base de l'hygiène. Merci beaucoup en tout cas d'être venu participer aux Vraies Voix, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci Marie Lebec évidemment d'être venue nous voir. Merci à tous. Dans un instant, les Vraies Voix qui continuent, Vraies Voix de l'emploi avec Philippe Rossi. À tout de suite.